Parole à Asilis Gouez pour le groupe Breizh Aglaise. C'est un débat qui n'est pas organisé, mais si les uns les autres vous respectez la sobriété, tout ira bien. Madame Gouez. Nous avons des questions, donc nous prendrons le temps de les poser le plus succinctement possible. Chers collègues, le groupe Breizh Aglaise partage pleinement l'état d'esprit qui a guidé la création de Breizh Achat. La commande publique est en effet un formidable gouvernail des transformations économiques et sociales, et nous ne pouvons que saluer la mise sur pied d'un nouveau modèle d'organisation des achats alimentaires sur le territoire de la région Bretagne, qui vise à faciliter l'approvisionnement de nos lycées et collèges publics par des producteurs locaux. Nous connaissons les contraintes du cadre juridique des marchés publics qui prévaut aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, lequel rend très complexe l'articulation entre les achats directs auprès des producteurs locaux d'une part, achats dits de gré à gré, qui sont possibles sans publicité ni procédure de mise en concurrence en dessous d'un certain seuil, et d'autre part les achats qui nécessitent d'en passer par l'intermédiaire de marchés formalisés. Face à ces complexités, il faut applaudir la bonne nouvelle que constitue la création de cette centrale d'achat régionale qui permettra de mutualiser une ingénierie contractuelle aujourd'hui dispersée et hétérogène, et donc de mieux accompagner les établissements scolaires bretons dans leur stratégie d'achat de denrées alimentaires locales et de qualité. Nous tenons également à saluer la convergence de vues et d'intérêts qui s'est dégagée entre la région et les 4 départements de son périmètre administratif. Une telle concorde entre région et département n'est pas évidente sur d'autres sujets d'intérêt général, et il est heureux qu'elle se soit manifestée autour de l'enjeu crucial de la relocalisation alimentaire. De fait, cet enjeu est très bien posé dans le bordereau, qui nous explique que l'objectif de la nouvelle centrale n'est pas tant de générer des économies d'échelle ou financières que de répondre aux défis de la transition alimentaire en déployant des stratégies d'allotissement agiles et diversifiées afin de faciliter l'accès direct aux producteurs et la structuration de filières locales. Alors le défi visé à nos yeux n'est pas mince, quand nous savons que l'approvisionnement de nos cantines scolaires relève actuellement soit de gestionnaires de lycées qui agissent individuellement, soit de groupements de commandes pilotés eux aussi par des gestionnaires, agents de l'État, dont l'objectif premier est de maîtriser les budgets et les procédures d'achat pour leurs collègues, le tout en sus de leur charge de gestion de leur établissement. C'est donc tout le travail de lien avec les producteurs qui se trouve réduit par ce mode opératoire, et les ambitions de la loi Egalim, quant à elles, sont reléguées encore plus loin. Le positionnement à l'échelle régionale d'experts de l'achat alimentaire qui n'ont pas de charge de travail autre, qui ne sont pas soumis aux mutations du personnel de l'éducation nationale et qui pourront donc offrir aux acheteurs des lycées et collèges une palette élargie d'outils d'allotissement au service de l'approvisionnement local, voilà le grand apport de votre proposition. Tout ceci étant dit, nous avons, Monsieur Usna, quelques questions à vous poser. Certaines appelant une simple précision d'information, d'autres qui requièrent votre vigilance. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire à quel type de futurs adhérents vous envisagez d'ouvrir Breizh Achat au-delà des collectivités locales et autres acheteurs publics qui sont mentionnés dans l'annexe 2 ? Quid des hôpitaux et des EHPAD ? Qui sont des lieux où une alimentation de qualité est d'une importance cruciale. Quid des collèges et des lycées privés ? Ensuite, pouvez-vous nous préciser ce que recouvrent les familles d'achat que vous appelez sans enjeu local, pour lesquelles vous envisagez une massification supradépartementale? S'agit-il de denrées alimentaires du type cacao ou banane, qui ne sauraient être produits en Bretagne, ou bien d'autres catégories d'achats? Et auquel cas, êtes-vous bien certain que celles-ci n'emportent pas d'enjeu local, y compris sous la forme, par exemple, de clauses d'insertion ou de clauses sociales? Troisièmement, quels sont ces autres domaines que vous dites propices à la mutualisation, auxquels la nouvelle centrale d'achat pourrait, demain, étendre son action? Autant nous pouvons apercevoir l'avantage qu'il y aurait à élargir le champ d'intervention de Breizh Achat à d'autres filières à enjeu à la fois pour nos établissements scolaires et pour l'économie bretonne. Je pense par exemple au secteur du numérique responsable et à l'intérêt d'inscrire le parc informatique usagé dans des filières de réemploi. Autant n'y a-t-il pas un risque de gigantisme et de dilution de l'expertise si Breizh Achat
devait demain élargir son action bien au-delà de la vie scolaire, comprise au sens large. Nous entendons déjà M. Desailliers-Dupin crier au péril collectiviste. Quatrièmement, nous comprenons que BraiseAchat se substituera aux 5 groupements de commandes aujourd'hui responsables des achats alimentaires des établissements scolaires, mais qu'elle a vocation à agir en simple qualité d'intermédiaire entre les acheteurs des lycées et collèges d'un côté et les producteurs et leurs groupements de l'autre, si nous avons bien compris. Il ne s'agirait donc pas pour la centrale régionale de se substituer aux acheteurs locaux. Et c'est là un point crucial, tant le non-respect de ce principe de subsidiarité pourrait porter préjudice aux liens entre acheteurs locaux et producteurs. Ces liens entre les cantines et les fermes doivent être consolidés à l'échelle de chaque territoire. Et c'est là aussi que votre bordereau comporte une ambiguïté lorsqu'il évoque un rôle d'animation des filières pour les agents de la future centrale. L'enjeu n'est-il pas plutôt de réussir l'articulation de BraiseAchat avec les projets alimentaires territoriaux en laissant aux acteurs de ces PAT le soin d'animer les dialogues nécessaires à la structuration des filières locales ? Nous vous engageons à prendre garde de ne pas recentraliser d'une main la part d'autonomie que vous cherchez de l'autre main à donner au local, notamment via les clauses de non-exclusivité, qui sont une proposition très intéressante de votre dispositif, puisqu'elles ouvrent la possibilité de faire monter les petits producteurs à bord de marchés qui leur sont à ce jour inaccessibles. Dans le même esprit, puisque la réduction des intermédiaires que sont les groupements de commandes devrait aussi permettre de gagner en visibilité sur la répartition de la valeur avec les producteurs, pourquoi n'avez-vous pas jugé bon d'inclure parmi les objectifs affichés de la future centrale la recherche d'une juste rémunération du travail des agriculteurs ? Enfin, nous regrettons que ne soit nulle part mentionnée dans ce bordereau la question de la transition écologique, alors que l'alimentation et l'agriculture sont des enjeux systémiques, nous l'avons beaucoup dit dans cette session, à la croisée des défis de préservation de la qualité de l'eau et des sols, de restauration de la biodiversité et d'aménagement du territoire. Peut-être parce que vous restez prisonnier d'une approche produit, fondée sur une conception étroite du lien entre le marché public et son objet. Or, l'élargissement de cette interprétation étroite de l'objet des marchés de denrées alimentaires à des enjeux plus globaux de résilience territoriale et de santé globale est précisément l'objectif de la campagne européenne sur laquelle je vous avais interpellé, Monsieur le Président, dans ma question orale de la dernière session. Cette campagne vise en effet à remettre au programme de travail de la Commission européenne pour cette année 2024 un projet de règlement ad hoc intitulé « Systèmes alimentaires durables » qui propose d'ajuster le cadre européen de la commande publique en redéfinissant l'objet des marchés relatifs à l'alimentation et en laissant aux collectivités le libre choix de la procédure contractuelle pour 50% de leur volume annuel d'achats alimentaires. Pour autant, bien sûr, que ceci soit adossé à une stratégie territoriale élaborée dans le cadre d'une gouvernance interacteur. Et ce point est important car il permet par ailleurs de se prémunir contre les risques de clientélisme, voire de corruption, qu'encadre aujourd'hui le Code européen des marchés publics. Je conclus, il nous semble qu'une telle évolution, qui est aujourd'hui portée par un réseau de collectivités locales et d'acteurs de l'alimentation issus d'une dizaine d'États membres de l'Union européenne et qui répond pleinement à la dynamique des PAT en France, devrait mobiliser les régions. Vous nous aviez répondu, Monsieur Usenat, la dernière fois à cette question simplement en nous décrivant le SPASER. Mais il nous semble que la région Bretagne, mais aussi vous-même personnellement, Monsieur le Président, en tant que président des commissions agriculture et alimentation de Région de France et du Comité des régions, est attendu dans ce débat européen crucial à quelques mois d'élections européennes. Nos agriculteurs, notamment ceux de la filière biologique, nous ont interpellés sur ces sujets. Soyons au rendez-vous. Merci beaucoup, Madame. Merci. Monsieur Usenav répondra à toutes vos questions, bien entendu. Et merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet ô combien important. Fabien Legardnevé. Merci à la région Bretagne de nous permettre à M. Usenav et moi-même de revenir dans le débat démocratique ensemble. On n'a jamais été dans la même place.
on crée quelque chose de nouveau, et donc voilà, on a pu le voir tout à l'heure avec les ports de Bretagne. Voilà, quand on crée quelque chose de nouveau, on est quand même très attentif à la finalité de la chose et à l'alourdissement que cela pourrait provoquer. Donc, si on regarde de plus près cette délibération, donc plusieurs observations, s'allier pour une meilleure performance, oui, évidemment. Vouloir mutualiser, oui. Accompagner les établissements publics locaux d'enseignement sur les volets achats avec exigence et diplomatie, oui, toujours. Permettre aux producteurs locaux d'accéder plus facilement au marché concerné, oui, là aussi. Et soutenir les filières, oui. Mais plusieurs interrogations quand même se posent à nous en termes d'information et d'évaluation. Tout d'abord, selon l'activité actuelle des 5 groupements d'achat sur lesquels il serait intéressant pour nous d'avoir des informations, davantage d'informations que ce qu'on a actuellement, sur la cohérence avec les orientations agricoles de la région, hein, qu'on a évoqué tout l'après-midi. Il ne faut pas confondre le circuit court et le circuit de proximité, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est pas la longueur du circuit qui compte, mais c'est la qualité du produit. Et donc nous pensons que c'est vraiment l'occasion de privilégier l'approvisionnement de proximité. Sur l'animation, l'intérêt de cette centrale d'achat ne réside précisément pas seulement dans des achats. Elle doit, nous semble-t-il, se saisir de sa création pour endosser à plein un rôle d'animation, parce qu'elle peut devenir le carrefour des relations entre producteurs et leurs groupements, coopératives et leurs filières et les acheteurs. Et puis enfin, sur la juste répartition des rôles, il n'y a pas de grade pour mesurer la valeur des strates des collectivités. Leur valeur, elle ne se mesure pas en pyramide au sommet de laquelle se placerait la région. Donc la mutualisation, oui, mais pas de hiérarchisation. Quelle place aura chacun? Comment les départements vont pouvoir peser avec les enjeux qui sont les leurs sans que la région apporte une lourdeur qui rendrait l'outil peu efficace. Voilà les interrogations qui sont les nôtres. Alors nous allons voter ce bordereau en faisant le pari de la confiance, mais en restant lucide sur l'évaluation qui nous semble absolument nécessaire, et nous saurons, le cas échéant, le rappeler. Nous n'en doutons pas. Merci, Monsieur Le Garnévé. Madame Le Goff. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'agriculture est actuellement en crise dans toute l'Union européenne en raison des normes réglementaires toujours plus écrasantes qui lui sont imposées, mais également en raison de la concurrence déloyale des producteurs extra-européens mise en place par les traités de libre-échange qui se multiplient. Dans ce contexte, la proposition de création d'une centrale d'achat, système clé en main, réunissant principalement la région, les 4 départements ainsi que les lycées et collèges, apparaît être une bonne idée. Je rappelle au passage que notre groupe avait proposé un vœu ici même, il y a maintenant plusieurs années, sur le manger local dans les lycées, et vous l'aviez malheureusement rejeté. Sur le papier, on imagine que la création de cette centrale à l'achat professionnalisera l'acte d'achat. Cela favoriserait l'achat de produits de qualité, pas seulement bio, auprès de producteurs locaux dans le cadre d'un commerce équitable qui satisferait l'ensemble des parties. Dans la réalité, la réorganisation des filières autour d'un seul et unique client, au lieu de 5 groupements de commandes, emporte les risques inhérents à toute centrale d'achat. La création de centrale d'achat, en regroupant les 5 groupements de commandes actuels ainsi que de nombreux adhérents, va aboutir à la signature de contrats d'approvisionnement portant sur des quantités de denrées alimentaires nécessairement plus élevées et sur des denrées répondant à un cahier des charges politiquement exigeant. Et on sait bien que l'objectif de centrale d'achat est d'acheter des produits en grande quantité dans le but aussi d'avoir des prix les plus bas possibles. Aussi, à l'heure où nous devons plus que jamais nous tourner vers les exploitations agricoles à taille humaine, la création d'une centrale d'achat pourrait mettre en défaut ces petites exploitations. D'ailleurs, seront-elles en mesure de répondre aux appels d'offres de cette superstructure? D'autres questions se posent. Comment seront réorganisées les ressources humaines? Cette centrale d'achat s'inscrit-elle dans une démarche concertée avec les producteurs? Quoi qu'il en soit, nous voulons, vous l'aurez compris, insister sur la nécessité de prix rémunérateurs pour nos agriculteurs dans le cadre de cette structure Breizachat. Je vous remercie. Merci, Madame. Nous poursuivons avec Goulven Wally, que nous retrouverons après sa sortie. Merci, Monsieur le Président. Cher Simon,
D'abord, l'organisation actuelle des achats publics alimentaires de la région comporte un certain nombre de limites techniques et humaines que la loi 3DS n'a pas vraiment corrigées. Alors, après avoir mis la tarification sociale en place, il y a un tarif pivot qui va peut-être augmenter avec l'inflation. En regardant les 5 groupements d'achats, leur politique d'achat est différente en fait. On voit qu'elles n'ont pas forcément le même lot, elles n'ont pas forcément les mêmes périodes de marché public. Il y a tout un tas de freins en fait à la progression des signes de qualité. Et donc c'est intéressant de pouvoir en fait mettre en place une mutualisation. L'organisation actuelle en fait, il y a le facteur humain qui peut permettre, qui malheureusement explique certains écarts entre les lycées. On voit qu'à Lorient, en fait, il y a 2 lycées qui sont quasiment l'un en face de l'autre, qui ont une part de produits bio complètement différente, alors que c'est le même tarif pivot. Donc effectivement, il y a cet élément à prendre en considération. Dans l'amendement qu'on propose, j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, on fait le lien entre le Braise d'achat et le Spaser, bien sûr, pour également que la centrale d'achat poursuive les 65% de signes de qualité dans les assiettes des lycéens et lycéennes. Donc la centrale d'achat va permettre une mutualisation et notamment sur une ingénierie contractuelle des achats. Ensuite, depuis sa première présentation, nous estimons que le projet a maturé, il a mûri. Si l'ensemble des spacers existants ou à venir dans les départements sont en cohérence avec celui de la région, nous voyons ce projet avec un grand intérêt. Nous rappelons quand même notre principale inquiétude, qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça a été dit un peu tout à l'heure, de nombreuses centrales d'achat ont été créées en Bretagne et ailleurs, et malheureusement, les objectifs, c'était la massification qui cachait en fait derrière une pression sur les prix et les fournisseurs. Je sais que ce n'est pas l'esprit de la centrale d'achat, vous nous avez rassuré, Monsieur Uzna, mais je le redis quand même, parce qu'il y a eu quand même plusieurs dérives, notamment au niveau des rues. C'est en lien avec la question orale qu'on a eue hier, ce matin. On a eu des centrales d'achat organisées en fonction de familles de produits et ça fait pression sur les prix et aussi ça exclut certains fournisseurs. C'est aussi pour ça qu'on rappelle cette vigilance à avoir. Enfin, je vais terminer mon propos concernant les remarques qui ont été émises par le Césaire. Le Césaire pointe quelques imprécisions, notamment concernant comment seront anticipés les changements entre les services et le fonctionnement, et notamment l'adhésion des établissements. Il y a peut-être encore quelques éléments de construction à poser et à améliorer. Globalement, le projet, pour nous, va dans le bon sens. On a un amendement qui propose de l'améliorer. Et lorsqu'on analyse, pour revenir au bordereau des lycées publics et privés, on analyse l'alimentation dans les lycées privés et publics, il y a une grande différence en fait. Il y a plusieurs études qui ont été faites en Bretagne et ailleurs, et on voit que dans les lycées publics, on mange mieux que dans les lycées privés. Alors lorsqu'on parle de la centrale d'achat et aussi d'une ouverture à des collectivités ou à d'autres types d'établissements, c'est aussi des éléments de réflexion à intégrer, de savoir en fait si le CAEC ou si d'autres types d'établissements peuvent rentrer, les hôpitaux, les EHPAD peuvent rentrer aussi dans la centrale d'achat. Ça pourrait aussi permettre une mutualisation de leur service ingénierie d'achat et gagner en efficacité. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci à vous, Monsieur Wallick. Parole à Monsieur Marbeuf, dernier orateur. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire court. D'abord, le conventionnement nous va bien. C'est nous qui allons gérer, c'est nous qui payons et les autres nous payent. Le dispositif est très bien. L'égalité de traitement entre les départements, ça c'est très bien aussi. Un problème sur les agents gestionnaires, il est soulevé, il est important. Il est important. Je crois que si on n'a pas la latitude et l'autorité régionale, ça ne fonctionnera pas. Ça, je le dis très clairement. Il faut faire très attention, parce que si vous avez à un moment donné les agents gestionnaires des collèges et des lycées via les départements et la région fera que signer les bordereaux. Donc ça, faisons très attention à l'autorité. Ça, c'est très important. Deuxièmement, les extensions possibles. Aujourd'hui, on est collège, lycée, région, département. Très bien. Nous ne souhaitons pas qu'on aille trop loin en extérieur. À tout le moins, sur une période de 4-5 ans, on fait le bilan.
Sinon, on va créer un truc, un machin à l'échelle de la Bretagne au détriment des producteurs locaux. Parce qu'on va rentrer dans une machine avec des frais de gestion très importants. Donc soyons prudents, gardons, nous c'est notre souhait, gardons cette optique collège-lycée, pendant 5 ans on fait le bilan après. Troisième élément, le problème du prix. J'ai vu notre collègue derrière moi qui s'inquiétait de l'effet prix. N'éliminons pas non plus l'effet prix. Le prix est important. Il faut trouver le bon équilibre. Mais là, je vous fais confiance et on vous soutient. Mais attention, le prix, c'est quelque chose pour celui qui paye. Ne l'oublions jamais, que ce soit la collectivité ou que ce soit l'usager. Je crois que c'est important. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur les évolutions potentielles. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les partenaires potentiels, mais il ne faudrait pas que la cellule, parce que c'est intégré à la région, vous ne nous dites pas si c'est un service complet, combien il y aura de personnes, etc. Donc, faisons attention d'avoir un service dédié avec une facturation correcte, parce que le jour où la facture des frais de structure va circuler, personne ne va vouloir payer. Il y aura des suspicions. Tel département va dire oh ben finalement, ce n'est pas 3 postes et demi, c'était plutôt 2, parce que ceci, parce que cela. Soyons très clairs sur la façon de gérer les frais de structure. Voilà, Monsieur le Président, cette démarche conventionnelle nous va très bien, mais je souhaiterais que le cadre soit précisé au moins pendant une certaine période. Merci. Merci à vous.